Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Dr Rami Younan, chirurgien oncologue spécialisé dans le traitement du cancer du sein. Je connais Rami depuis une trentaine d'années et son expertise est reconnue dans le domaine. Nous discutons aujourd'hui de tout ce qui entoure la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer du sein. En 2024, les traitements s'améliorent constamment et les chances de guérison sont excellentes pour les lésions précoces. Également, pour les patientes vivant avec une récidive, il y a de l'espoir car les thérapies sont de plus en plus efficaces. Une entrevue essentielle pour ceux et celles qui veulent en apprendre plus sur cette maladie encore trop fréquente. Rami nous livre un témoignage rempli d'espoir. Rami a également lancé récemment une chaîne Instagram traitant du cancer, notamment le mélanome et le cancer du sein. Je vous invite à la visiter et à écouter les capsules d'information à ramiyounan.md. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TEACH, Eurofin Environex et Go Mouton. Rami, bonsoir. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Ben oui, de l'autre côté de la 20. Excellent. Québec-Montréal. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La santé au-delà des mots, donc pour parler de cancer du sein, qui est un de tes domaines de prédilection, je dirais. Est-ce qu'on pourrait dire que ça occupe plus de 50% de ta pratique ou Ouais, je te dirais, après presque 20 ans de pratique, ça occupe à peu près 80% de ma pratique. Quand même, ok, parfait. Le reste étant mélanome, puis donc... Mélanome, ouais, on faisait de la digestive, puis avec le cancer du sein, on a été malheureusement ou heureusement inondé par le nombre de patientes, donc il a fallu faire des choix. Okay. Et donc, 80% de la pratique est maintenant en cancer du sein, 20% en mélanome. OK. Et avant qu'on se lance, là, donc tu m'apprenais avant qu'on commence que tu te lances dans le multimédia. Donc, pour les auditeurs qui nous écouteraient, tu te lances sur ta chaîne Instagram qui s'appelle ramiyounan.md. Je mettrai les liens sur les notes de balado, mais tu veux faire des capsules éducatives si tu m'expliquais ça en quelques minutes. Ad hoc. Alors donc, c'est tout nouveau. C'est les premiers balbutiements, ça fait même pas une semaine. D'accord. J'ai été inspiré, regarde, on travaille dans le système public, puis on est débordé dans le public, mais malgré ça, on aime ce qu'on fait. Puis j'ai été inspiré par les plasticiens qui le font à outrance parce que c'est sûr que c'est une clientèle qui recherche du sensationnalisme puis des beaux résultats et tout. Puis j'ai dit, regarde, si en plastique, ils le font pour de l'esthétique, pourquoi pas quelqu'un dans le public d'un point de vue éducatif? Fait que on y a pensé, l'idée à germer avec les enfants. J'ai 4 enfants, comme tu sais, une grande famille. Puis les enfants sont tous connectés sur mes réseaux sociaux et tout, alors que moi, c'est pas du tout. Je suis parti de zéro il y a une semaine. Puis on a 2 petites vidéos de placées sur ramiyounan.md. Fait qu'on verra ce que ça donne. Mais c'est pas pour du pécunier, c'est pour de l'éducatif, certainement. Ben écoute, félicitations. Donc, les gens auront l'occasion d'aller voir ça. Jean-Pierre. Et moi, je voulais te parler, donc, cancer du sein, qui touche beaucoup de femmes, qui touche une petite minorité d'hommes, donc quand même peut-être les hommes à l'écoute de ne pas négliger, j'imagine, l'apparition d'une bosse ou d'une masse, mais c'est quand même une maladie donc essentiellement féminine, donc faire un petit tour d'horizon du traitement, facteurs de risque, investigation. Donc on parle souvent pour le cancer des facteurs de risque, certains sont modifiables, d'autres ne le sont pas, donc
lorsqu'on a une histoire familiale de cancer, on ne peut pas changer cet état-là. Donc, Exact. mais si on parlait des facteurs de risque modifiables, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir finalement l'apparition d'un cancer du sein? Est-ce qu'il y a des choses dans la littérature là, qui pourraient intéresser nos auditrices? Oui, alors écoute, à travers les années, puis on a réussi à vraiment identifier plusieurs facteurs de risque. Il faut se rappeler que c'est sûr que parmi les facteurs de risque non modifiables, bien évidemment, c'est le fait d'être une femme, l'âge et les facteurs génétiques. On n'y peut rien. C'est comme couler dans le béton, puis regarde, on vit avec, puis on voit qu'est-ce que ça donne au bout du compte. Dans les facteurs de risque modifiables, c'est sûr qu'un des gros facteurs de risque, c'est l'exposition à l'œstrogène dans la vie d'une femme. Ce qui veut dire tu as des règles à un âge très, très jeune, puis tu as une ménopause à un âge très, très tardif, tu as plus d'exposition aux oestrogènes, donc ça augmente légèrement tes facteurs de risque ou ton risque de faire un cancer du sein. Dans la même lignée de plus d'oestrogènes dans le corps, parce qu'il y a beaucoup de cancers du sein qui est hormonodépendant et donc dépend de la production d'oestrogènes, tu as aussi l'histoire de l'obésité, donc et la sédentarité, puis la consommation d'alcool. Ces trois facteurs de risque-là, par la bande, viennent augmenter la quantité d'œstrogène. Parce que chez la patiente qui a un surplus de poids, d'un point de vue naturel depuis le jeune âge, il y a plus de tissus graisseux qui transforment les androgènes en œstrogènes. Fait que ça fait plus d'exposition aux œstrogènes à vie. Donc ça, c'est vraiment le surplus de poids. La sédentarité, pareil, tu as plus de tissus adipeux, de tissus qui transforment et produisent des œstrogènes. Et l'alcool, semblerait-il qu'il y a une production ou une stase des œstrogènes dans le corps. Donc, c'est parmi les facteurs de risque. Là où on est moins certain, il peut y avoir le tabagisme. On en a parlé, le tabac direct ou indirect. Les deux peuvent augmenter, mais on n'est pas capable de quantifier à 100% le risque d'un point de vue exact et réel. Et bien sûr, quand on reparle de sédentarité, moi, je le donne aux patientes. Des fois, là, je leur dis, écoute, prenez cette prescription-là comme une prescription médicale. Si vous faites 8 à 10 000 pas par jour, ce serait aussi efficace qu'un traitement anti-hormonal pour réduire le risque de récidive. Fait clairement que les œstrogènes dans la vie d'une femme et l'exposition en termes d'années augmentent le risque de cancer du sein. Puis ça, c'est modifiable habituellement. Tout le débat entraînant la pilule contraceptive, c'est réglé, ça? Ou c'est alors, une question piège? Ouais, la question, elle est piège. Écoute, d'un point de vue populationnel, ça augmente pas le risque de cancer du sein. Il y a une très, très faible augmentation. Puis tu sais, en médecine, tout est question de bénéfice puis de risque. Hein, c'est une balance. Fait que le risque est à peine augmenté pour beaucoup, beaucoup de bénéfices. Puis le risque est augmenté après 10 ans d'utilisation et plus. Fait que je te dis pas une patiente qui a une mutation génétique puis qui est déjà à risque beaucoup plus élevé. C'est sûr qu'en termes relatifs, prendre le contraceptif va avoir un peu plus d'effet chez cette jeune fille-là ou jeune dame-là que quelqu'un qui n'a pas de mutation génétique. Puis d'un point de vue populationnel, on peut dire que le risque y est quand même très faible. C'est le même constat pour l'hormonothérapie, j'imagine, un peu dans les grandes lignes. Ça, c'est la question piège. Encore plus piège, OK, parfait. On commence solide, après on va ralentir. Alors, écoute, l'hormonothérapie substitutive, là, il y a beaucoup qui s'est dit, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de personnes, de femmes, de médecins qui en ont parlé. Il y a eu beaucoup d'études. Puis, regarde, c'est encore une fois, il y a une balance des bénéfices et des risques. Moi, comme je dis aux patientes, là, c'est sûr que il y a beaucoup de patientes que c'est bien dur, la ménopause, la période de la périménopause. Il y a de l'anxiété, il y a de l'insomnie, la patiente, elle se sent plus du tout, puis c'est un changement au niveau de beaucoup, beaucoup de sphères. Pour les patientes qui ont des symptômes, c'est clair que le bénéfice de l'hormonothérapie est au-delà des risques qu'ils peuvent avoir. Puis le risque, là, c'est pas les 2-3 premières années. C'est quand tu les prends à long terme, puis surtout les non-bioidentiques. Encore une fois, on en reparle, les bioidentiques, non bioidentiques. C'est pas que c'est naturel, les bioidentiques, c'est fait en laboratoire pareil, mais c'est que la structure de l'œstrogène puis du progestatif ressemble et est identique à ce qui est produit par le corps d'une femme. Et donc, c'est comme si c'est les hormones normales que tu viens prendre après l'âge de la ménopause. Le risque, encore une fois, pour le cancer du sein, certaines études ont un risque un peu plus augmenté, d'autres à peine un peu plus bas. C'est un peu difficile, surtout pour un cancérologue
de te dire l'innocuité est établie hors de tout doute. Et donc, moi, je vis avec ça. D'accord. Mais dans les faits, toi, est-ce que tu te retrouves souvent à donner ce type d'informations-là aux femmes? Ou toi, tu es déjà du côté receveur, Non, le cancer exact, est déjà installé? exact, OK, donc parfait. exact. Dis-moi, Alors, nous, on arrive du côté receveur. c'est ça. Un autre sujet aussi qui peut être un peu objet de débat, c'est le dépistage. Donc, je voyais d'abord que l'âge a été un peu augmenté là, jusqu'à 74 ans au niveau de la Ouais. population québécoise. Ouais, Donc, alors, en primeur, tu viens de l'annoncer, là, le PQDCS, qui est le Programme québécois de dépistage en cancer du sein, qui a été créé, comme tu le sais, à la fin des années 90, 98, 99. C'est en cours depuis 25 ans maintenant. Puis le programme a été un succès puisqu'on est parti de moins de 50% de reachability ou d'atteinte de la population cible à presque 70% maintenant. Donc, plus que 2 tiers des patientes qui reçoivent la lettre à 50 ans vont se présenter pour faire une première mammographie et par la suite les continuer. Et donc, ce fut un succès. Pourquoi? Parce que clairement que ça a diminué la mortalité reliée au cancer du sein. Et c'est fait sur des études populationnelles. Tu sais, un test de dépistage doit être un test qui coûte pas trop cher, qui est efficace, qui réduit la mortalité. Et on s'est rendu compte que jusqu'à 75 ans, avec le fait que l'espérance de vie est beaucoup plus, la longévité est plus grande, étant jusqu'à 75 ans, puis le PQDCS, le programme québécois gouvernemental, vient d'être étendu à 74 ans. Puis moi, je te dirais même en primeur que ça va être étendu dans les prochains mois à 40-50 ans. OK. Parce que, ouais, depuis l'année passée, on sait aux États-Unis, il y a une grande étude qui a été publiée qui a montré qu'il y avait une réduction de la mortalité de 15 à 20% si tu institues un programme de dépistage entre 40 et 50 ans. L'Ontario vient de l'instituer il y a quelques mois. Et donc, tu n'as pas besoin d'une prescription de docteur pour aller passer une mammo à partir de 40 ans. En Colombie-Britannique, c'est depuis une couple d'années. En Alberta, c'est à partir de l'âge de 45 ans. Et le Québec ne peut que suivre, puis ça va se faire probablement dans la prochaine année. En primaire, je vous le dis qu'il va y avoir un programme qui va être étendu 40 à 50. Donc, globalement, de 40 à 74. Ça va être ça. Mais ce qui m'amène... et les enjeux sur la pertinence du dépistage, sur l'efficacité, c'est réglé ça aussi parce que j'ai le souvenir là, qu'il y a peut-être... c'était peut-être plus chaud il y a une quinzaine d'années. Il y avait même des éditoriaux dans des revues scientifiques qui mettaient en question la pertinence, qui disaient qu'on nuisait aux femmes. À la limite, peut-être qu'on tuait des femmes avec le dépistage en raison du surtraitement. C'est réglé, ça? Alors, oui, moi, je pense que c'est vraiment en arrière de nous. Il y a eu beaucoup de changements à travers les années. Pour première chose, au niveau de la radiation reliée à la mammographie. Les techniques ont évolué. Il y a beaucoup moins de radiation associée avec la mammographie. Et donc, c'est en arrière de nous que, écoute, si tu passes pendant 25 ans des mammos, tu augmentes l'histoire de radiation. C'est un facteur de risque d'ailleurs modifiable ou pas, là, parce que les patientes qui ont été traitées pour un lymphome en bas âge augmentent le risque de cancer du sein. Alors, l'histoire de la radiation, la mammo produit émet beaucoup moins de radiation de nos jours. Et donc, c'est en arrière de nous. Deuxièmement, au niveau du surtraitement, on s'est rendu compte avec les années que les biopsies inutiles ont été diminuées. Pourquoi? Parce que les mammos sont encore plus performants, puis détectent moins de choses. Puis les biopsies inutiles, on les a réduits en plus parce qu'on fait des mammos complémentaires, des échos complémentaires qui éliminent la nécessité de faire des biopsies chirurgicales. Fait qu'on se ramasse au bout du compte avec plus de cancers détectés, mais à un stade un peu plus avancé que les mini-cancers qu'on détectait au début. Et donc, ça fait en sorte que la polémique ou la controverse est moins là qu'il y a quelques années. Reste une partie, tu as parlé du surtraitement. Moi, je fais le comparatif avec le cancer de la prostate. Moi, je pense dans les prochaines 15 à 20 années, il va y avoir des changements dans le cancer du sein où tu vas être capable de dire à une patiente, oui, on vous a détecté un cancer du sein, mais votre cancer du sein, on peut faire un watchful wait. Donc, on peut le suivre comme existe en prostate. Le parallèle est facile, c'est le cancer relié. Exactement. Puis, on n'y est pas encore, mais ça va être dans les prochaines années.
Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Dis-moi, donc la mammographie, parfait. Je ressors d'anciennes notions. J'avais la notion que l'auto-examen des seins n'était pas efficace. Où on en est? Qu'est-ce qu'on recommande aux femmes en 2024? Alors, il y a 20 ans, on disait à toutes les femmes, c'est l'ancienne génération, il faut que tu fasses l'examen des seins, tu dois le faire, que tu aies de l'anxiété ou pas, que ça te fasse peur, que tu dois le faire à toutes les quelques mois, après les règles, parce que c'est plus sensible et tout. Alors, on a enlevé de la case examen des seins toute cette partie-là où il y avait le paternalisme ou le fait que d'un point de vue médical, il faut, ça sauve et tout et tout. Alors, si une femme, ça lui cause plein d'anxiété par des histoires X, Y, Z, c'est pas nécessaire. Par contre, on le suggère aux patientes, c'est facile à faire, à toutes les 3-4 mois, simplement de connaître ses seins pour pas se lever un jour puis sentir quelque chose puis de pas savoir à quoi ça ressemble. Fait que de temps en temps, une semaine après les règles pour la patiente en âge de procréer, une semaine après les règles, en dessous de la douche, faire comme des aiguilles d'une montre, en levant le bras. C'est pas compliqué. Sans que ça cause de l'anxiété, simplement pour connaître ses seins et tout, là, puis à travers les années, tu apprends à faire ton examen, mais sans mettre de l'anxiété, sans mettre l'emphase sur le fait que clairement ça réduit le risque ou que ça réduit la mortalité. C'est simplement de connaître son corps un peu mieux, entre autres ses seins. Je me questionnais, est-ce que l'examen des seins doit faire partie de l'examen médical périodique, disons, pour les femmes qui ont un médecin de famille, ou est-ce qu'une femme donc devrait s'attendre lors de sa visite annuelle chez son médecin de famille à avoir un examen des seins? Ou à l'exiger, disons? Oui, c'est une bonne question. Je ne peux y répondre parce que l'examen périodique, la dernière fois je l'ai vu, j'étais en stage à Ville-Marie avant mon externat. Mais j'ai l'impression qu'il fait partie quand même de l'examen clinique pour un médecin qui se sent à l'aise pour faire l'examen. D'accord. Mais ce que j'ai remarqué, moi, par contre, il y a beaucoup de médecins et même de gynécologues qui sont même pas à l'aise pour faire l'examen des seins parce qu'ils sont pas sûrs de leur examen et de sentir des petites bosses même à gauche et à droite. Alors, je peux pas le mettre dans dans l'obligation. Donc, je penserais pas que c'est obligatoire, mais je pense que ça doit quand même se faire à l'occasion. Ça peut paraître comme une drôle de question, mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chez qui une masse au sein va être découverte par le conjoint ou la conjointe? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois en clinique ou qui t'est rapporté? Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. C'est parmi les choses qu'on voit, là. Tu sais, la patiente qui fait pas son examen, qui va dire, écoute, mon chum a palpé une bosse il y a 2-3 semaines, puis j'ai paniqué, je viens vous voir. La conjointe aussi. Donc, ça fait partie des histoires avec quoi on a affaire. Le rôle de la résonance magnétique ou de l'échographie dans l'armamentarium, disons, là, diagnostic? Ouais. Alors, comme tu sais, la densité des seins, c'est clairement maintenant associé à un risque augmenté de cancer du sein. Puis la densité des seins, ça ne veut pas dire que tu as les seins durs comme les seins d'une femme jeune. Ça veut juste dire qu'à la mammographie, sur le pourcentage global du sein, il y a beaucoup de glandes. Et le fait d'avoir plus que 50% de glandes augmente le risque de cancer du sein en soi. Alors, quand il y a une mammographie qui montre des seins denses, comme je dis à tous nos étudiants en médecine, si vous demandez une mammo, puis le radiologiste vous répond sein dense, mammographie normale, ça ne vaut rien l'examen. Donc, lorsqu'il y a des seins denses ou chez une patiente très jeune, en bas de 35 ans, qui palpe une masse, ça prend une échographie. C'est essentiel. Pour la résonance magnétique, encore moins que l'écho, par contre, il y a des indications claires. Entre autres, les patientes qui ont un cancer génétique, et ça veut dire, ou qui ont un risque accru de faire un cancer du sein parce qu'ils ont la gène, la mutation BRCA1, BRCA2 ou d'autres. Ça vient trouver des cancers plus précoces parce que la sensibilité est meilleure.
ou bien des patientes chez qui il y a une densité très augmentée ou un cancer qui atteint les ganglions sans trouver le primaire ou le site au niveau du sein. Alors, la résonance magnétique, oui, à l'occasion, surtout les patientes jeunes et les patientes avec des mutations qui sont délétères. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de cancer du sein chez les femmes jeunes aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Ou... Alors, regarde, on pourrait avoir une discussion à deux. On sait que tu es très impliqué en cancer colorectal. Je pense qu'il y a eu des données récentes, d'ailleurs, qui ont été commentées par plusieurs chirurgiens colorectaux sur le fait que les patients très jeunes. Alors, déjà, un cancer du sein chez la femme très jeune, c'est en bas de 40 ans. Il y a une définition là-dessus. Puis, il y a un parallèle aussi en cancer du côlon. Je pense que dans votre population, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une augmentation de l'incidence puis de la prévalence chez les jeunes en bas de 40 ans, même en bas de 30 ans. On voit la même chose en cancer du sein chez les en bas de 40 ans, surtout les dernières 5 à 10 ans. Et semblerait-il, on sait que 2 tiers des patientes qui ont un cancer du sein, ce cancer du sein-là, il est hormonodépendant. Donc, il est hormonal. On s'est rendu compte que c'était surtout des cancers hormonaux qui étaient augmentés chez cette population de patientes jeunes en bas de 40 ans. Ce qui nous fait penser à plein de théories. C'est quoi la cause? On ne sait pas exactement. Des mutations génétiques inconnues ou méconnues de la science, une exposition à des oestrogènes inconnus encore une fois, plus de facteurs, on ne les connaît pas. On sait que nos jeunes, moi c'est ma théorie un peu, c'est sûr qu'il y a plusieurs théories. Pourquoi il y a plus de cancer du sein chez la patiente jeune? Personnellement, j'ai l'impression que tous les jeunes, les nouvelles générations sont beaucoup moins outillés pour combattre tout dans la vie. Je pense que les jeunes sont plus laissés à eux-mêmes, sont laissés à leur téléphone. Les familles, c'est moins ce que c'était il y a 30, 40, 50 ans. Et donc, tu es comme laissé à toi-même depuis le jeune âge, beaucoup plus qu'il y a quelques générations. Et donc, tu n'es pas outillé pour combattre tout ce qui est face à toi, entre autres, en plus d'autres facteurs de toxines, d'alimentation, de stress et tout et tout. Alors, dans mon impression, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, tu les rajoutes ensemble et possiblement ça cause plus de dommages au niveau de l'ADN, mais il n'y a aucune preuve de ça. C'est sûr que les mutations génétiques, il faudrait qu'elles soient induites par l'environnement là, ou l'alimentation. Parce que des mutations génétiques spontanées d'une telle envergure, je ne suis pas généticien, mais je n'imaginerais pas ça à grande échelle sur l'espace d'une génération. Il me semble qu'il y a quelque chose... mais en cancer colorectal... tu seras d'accord avec moi, lorsque nous étions résidents, s'il y avait un cancer du rectum chez un patient de 30 ans, on en parlait pendant plusieurs semaines. Puis là, actuellement, écoute, il y en a toutes les semaines dans mon groupe. Là. Donc, c'est vraiment frappant. On n'a même pas besoin de statistiques. Là. Je veux dire, on le voit, c'est ça. Donc, à suivre. Un autre sujet qui m'intéresse toujours, on parlait du programme de dépistage donc, du cancer du sein qui a 25 ans, comme tu le disais. Le programme de dépistage du cancer colorectal est naissant, ne naît pas nécessairement dans les mêmes balises, là, donc ce ne seront pas des lettres envoyées ou autres. Il y a quand même une certaine démarche qui doit être entreprise par le ou la patiente. Ça m'amène à penser puis le cancer du sein occupe énormément de place dans l'espace médiatique. Je me questionnais parfois si ce n'était pas un peu délétère ou anxiogène. Je ne sais pas, tellement on en parle. Est-ce qu'il vient un moment donné où, selon toi, on en parle tellement qu'on peut venir à un moment donné où toutes les femmes pensent ou craignent de faire un cancer? Je ne sais pas comment tu saisis ma question. Oui, comment je vois ça. C'est comme si on en parle trop. Là, peut-être qu'on sauve des vies, mais est-ce qu'on génère trop d'anxiété inutile? Donc, la charge émotive reliée à ça. Oui, effectivement qu'il y a beaucoup de charges émotives. Là, c'est simplement d'aller passer la mammographie. La patiente a l'anxiété d'attendre son résultat. Elle attend à voir son DSQ ou que son médecin l'appelle et tout. Écoute, c'est une grosse question qu'il faudrait poser à des grands groupes. Moi, je pense pas que c'est très anxiogène. Moi, je pense que le succès du programme de dépistage en cancer du sein, et je le souhaite que ça va être un grand succès pour le cancer colorectal, c'est que l'examen, il est facile quand même. La colonoscopie a quand même une certaine mauvaise aura ou une aura négative là, de passer un examen au niveau de l'anus, puis c'est un examen qui est un peu plus invasif, mais qui est prouvé
efficace et tout. Je pense que l'un des succès du cancer du sein, c'est la facilité de l'examen, même s'il y a beaucoup de patients qui s'en plaignent et tout. Mais oui, ça cause, comme tu dis, dans la population, c'est un effet d'entraînement. Puis, regarde, le succès, on est passé de 50 à 70%. Est-ce que ça cause plus d'anxiété de groupe? Je pense que les femmes en 2024 là, sont capables de dire qu'il y a moins d'anxiété parce qu'ils connaissent les balises. On sait, encore une fois, on peut parler du cancer du sein. Les taux de survie de cancer du sein, moi, je dis aux patientes là, qui rentrent dans mon bureau, vous savez, en 2024, madame, le cancer du sein, on guérit at large 85% des cancers du sein. Les cancers du sein de stade 1, c'est 100% de guérison. On est presque dans la guérison. Et donc, il faut essayer d'enlever cet effet d'anxiété et de dire que, écoute, il y a un traitement hyper efficace, des traitements qui sont pas habituellement extrêmes pour sauver des vies. Et donc, je pense que ce message-là, si on le véhicule de plus en plus, c'est là pour réduire l'anxiété de nos patients. OK. Ouais. Tu traites d'autres types de cancers, on en parlait tout à l'heure, donc, puis est-ce qu'à un certain moment donné aussi dans l'espace public, est-ce qu'il y a comme une espèce de compétition entre les cancers? Comme tu me disais, tu as fait une capsule sur l'importance de mettre de la crème solaire, donc pour la prévention du cancer de la peau. On sait que les mélanomes sont en augmentation. Est-ce que également, et je ne dis pas que c'est négatif cette place qu'occupe le cancer du sein, mais il y a une quantité finie là, d'espace qu'on peut occuper sur l'espace public. Est-ce que toi, parfois, tu as l'impression, il me semble que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus, par exemple, du mélanome. On pourrait sauver des vies également, éviter que les patients arrivent avec des lésions qui ont déjà des métastases ganglionnaires ou autres. Comment tu vois ça, toi, comme oncologue, finalement, où tu as plusieurs chapeaux, là? Peut-être tu aimerais parfois qu'on parle un peu plus du mélanome. Effectivement. Comment tu verrais ça, toi, là, si tu étais responsable de la publicité ou tu avais un contrôle là-dessus? Alors, écoute, je peux en parler avec les deux chapeaux parce que on est exposé aux deux et à plus. Moi, je pense que à travers les années, les femmes ont réussi à bien s'organiser pour faire la demande par rapport à, entre guillemets, la médiatisation, parce que c'est quand même un cancer qui touche un organe important chez la femme. C'est quand même la féminité, qu'on en dise ce qu'on veut. Pour une femme, le sein, c'est symbole, c'est quand même corporel, important. Et ça traîne beaucoup de considérations émotives aussi. Tu te regardes dans le miroir, tu te palpes les seins, c'est un organe associé à la féminité. Fait que, puis les femmes l'ont identifié depuis longtemps, puis c'est quand même, ils ont réussi à bien véhiculer le fait que c'était un cancer important à dépister puis à traiter avec toute la charge émotive qui vient avec. Mais effectivement, en contrepartie, il y a plein d'autres groupes. Moi, je les appelle les cancers orphelins. Tu sais, le mélanome, là, c'est un cancer orphelin. Même quand quelqu'un a un cancer de peau, un mélanome, on se bat avec les patients pour leur expliquer que c'est grave comme cancer. Puis ils me disent, ben voyons donc, c'est un petit névus, c'est un grain de beauté, docteur. Comment ça peut se rendre au foie, puis aux poumons, puis aux os? Fait que, effectivement, que ça a pris beaucoup de l'espace public. Et je pense qu'il faudrait redonner à ces tumeurs orphelines tout ce qui leur appartient parce qu'on serait capable de sauver beaucoup de vies dans ces cancers-là. Puis je parle même en cancer colorectal. Parce que même en cancer colorectal, même chose aussi, les gens se cachent un peu. C'est un cancer caché. C'est un cancer au niveau des intestins, les entrailles et tout. Mais je pense que c'est un effort par le côté médical, mais beaucoup par les groupes de support. Puis, il y a du travail à faire parce que les femmes, heureusement, je pense, elles ont réussi à s'organiser, à médiatiser le tout avec toute la charge émotive que ça occasionne un cancer du sein. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance.
Visitez notre site web au www.fairevelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Dans le cancer colorectal, je pense que ça va passer beaucoup par la déstigmatisation aussi. Donc, ici à Québec, on est à mettre sur pied une fondation pour les maladies digestives. Puis, notre porte-parole, si tu veux, là, la personne là, vraiment qui occupe le point central de tout ça, c'est une jeune dame qui a eu un cancer du rectum. Puis, elle dit même ouvertement ça lui a pris longtemps à même utiliser le terme cancer du rectum. Elle disait cancer du côlon. Elle était mal à l'aise de dire le mot rectum. Puis deuxième élément qu'elle raconte très bien, c'est qu'elle a eu du sang dans les selles pendant une très longue période, là, en considérant que c'était probablement normal. Puis souvent, je dis, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui vont tolérer des symptômes digestifs pendant longtemps, mais on voit plus rarement, tu seras d'accord avec moi, une femme qui a une bosse dans le sein pendant 1 an et demi. La bosse grossit et la femme ne consulte pas. Tout à fait. La femme va consulter parce que l'éducation est là. Donc, il y a cette proactivité. Donc, moi, je pense que s'il y a quelque chose, c'est que tout ce qui entraîne le cancer du sein, c'est peut-être un modèle, si tu veux, à émuler un peu là, pour transposer ça dans d'autres, au niveau de l'éducation, la déstigmatisation, la discussion, tout ça. Là, donc, exact. C'est un rôle là, qui appartient quand même beaucoup, moi je pense, on parlait des médias sociaux, les influenceurs, les vedettes qui peuvent souffrir d'un mélanome, d'un cancer colorectal, d'en parler, puis d'éduquer. Puis la communauté médicale va être là pour les épauler, c'est sûr et certain. Mais pourtant, on parle encore un peu du cancer colorectal, j'en profite parce que c'est vraiment... il y a eu quelques vedettes dans le passé, donc on pense à Dominique Michel, le chanteur des bébés aussi, Patrick Bourgeois, si je ne m'abuse, c'est un cancer colorectal. Tout à fait. George Thorsten, donc Boule Noire. Oui. Donc, puis peut-être qu'on n'a pas saisi l'occasion. Pat Burns, si je ne me trompe pas non plus. Boulet. Effectivement. Donc, on n'a pas saisi peut-être l'occasion là, de prendre ces gens-là puis de les je dirais pas exploiter, mais de utiliser de façon positive le drame que ces personnes-là ont vécu ou vivaient à l'époque. Exactement. Je parle de feu M. Bourassa, moi, souvent aux patients qui ne veulent pas comprendre le danger d'un mélanome. Feu M. Bourassa, il a été jusqu'au NIH, il n'y avait pas les traitements qui existent de nos jours, puis c'est parti d'un banal grain de beauté de 3 mm. Ça part de ça. Puis, alors, c'est ça. Comme tu dis, il faut saisir l'occasion pour éduquer et pour démocratiser ces autres sites de cancer aussi. Alors, tu disais les chances de guérison sont excellentes. Maintenant, moi, je rentre dans ton bureau. Je suis une femme aujourd'hui, donc Dr. Younane, j'ai un diagnostic de cancer du sein. À quoi je devrais m'attendre? Là? Donc, d'abord l'investigation, disons. J'ai un diagnostic confirmé au niveau du sein, un cancer prouvé. Alors, ça dépend toujours. On ne peut pas parler de stade à la première journée où on rencontre la patiente, parce que le stade dépend de ce qu'on va trouver à la chirurgie. Les ganglions, on n'est pas toujours capable de les dépister au départ. Mais dans des stades précoces, ça veut dire un stade 1, un stade 2, on parle de plus de 80% de chances de guérison. Et ce qui nous amène à dire que pour une petite tumeur de moins de 3 cm hormonodépendante, il n'y a aucune investigation à faire. À part l'investigation du sein, Madame Untel, on va passer à la chirurgie. Madame Tremblay, votre chirurgie va avoir lieu dans 4 à 6 semaines. On fait la mastectomie partielle avec la biopsie du ganglion sentinelle, puis on verra selon le stade quels sont les traitements à venir. Par contre, pour un cancer du sein, puis je répète les deux appellations, triple négatif, ce qui veut dire que tous les récepteurs d'hormones et d'HER2 sont négatifs, c'est le plus agressif. Le cancer du sein triple négatif, dès qu'il est palpable et qu'il mesure 1,5 à 2 cm, ça entraîne des investigations, à savoir des scans pancorporels comme un TEP scan
Et la même chose pour le cancer du sein HER2 positif. Et donc, quand on a ces deux sortes de cancers-là, c'est normal de demander une investigation plus extensive parce que souvent, on va commencer par de la chimiothérapie avant l'opération. D'accord. Quand on combine le cancer triple négatif et HER2 positif, ça représente un cancer du sein sur 4 à peu près, ou un cancer du sein sur 3. Et donc, plus que 2/3, c'est des cancers du sein qui vont être précoces, qui n'auront pas besoin d'aucun examen. Fait que les patients, ne soyez pas surpris qu'on vous dise, le Dr. Younan, ils vous disent, ben écoutez, on passe directement à la chirurgie sans aucun test, sauf des prises de sang habituelles avant une anesthésie générale. Et la chirurgie pour déterminer le stade. D'accord. Donc, ensuite, tu parlais de la chirurgie, donc la mastectomie totale versus partielle ou... Oui, alors on est passé à travers d'énormes progrès les 50 dernières années où tout le monde était traité, toutes les femmes, par une mastectomie totale. À 70% des femmes de nos jours sont traitées par une mastectomie partielle. Et donc, l'ablation de la tumeur avec une marge de sécurité, assurer une belle esthétique pour le sein et vérifier les ganglions. Mm-hmm. Par contre, on a 30% de mastectomie totale encore, et même on trouve qu'il y a peut-être une certaine augmentation des mastectomies totales parce que parfois, il y a plus qu'une tumeur avec les moyens de dépistage meilleurs. On trouve plus qu'une tumeur dans le sein, entre autres. Et donc, l'ablation complète du sein représente à peu près 30% des patients. Et on offre à ces patientes-là aucune reconstruction à la suite, donc une mastectomie à plat ou une reconstruction immédiate qui est tout à fait sécuritaire et dont les soins sont payés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, c'est les deux vraiment façons de traiter la mastectomie partielle, majorité des patients, mais quand même, on retrouve 30% des cas où il faut faire une mastectomie totale. D'accord. Avec ou sans reconstruction. Une source de morbidité importante dans le traitement du cancer du sein, c'était l'évidement axillaire. Donc, est-ce que c'est plus rare ou... Oui. Alors, encore une fois, c'est le même parallèle. On est passé de l'ablation complète du sein, tout le monde, à presque personne, 30%. Même chose aussi, on avait 70% d'évidement axillaire, ce qui implique en fait d'enlever tous les ganglions, la chaîne de ganglions en dessous du bras, avec le risque de lymphœdème, etc., à moins de 10 à 15% de nos jours d'évidement de l'aisselle. Donc, les choses ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. On est beaucoup moins agressif et beaucoup plus, en fait, beaucoup moins mutilant au niveau de la chaîne de ganglions et au niveau du sein aussi. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. La chimiothérapie, tu mentionnais préopératoire là, dans certains cas spécifiques. Est-ce que donc la chimio va toujours être donnée préopératoire ou ça peut être un sandwich ou post-opératoire seulement? Alors, quand il y a des cancers du sein triple négatifs qui sont à un indice de prolifération plus élevé ou bien HER2 positif, la chimio et l'immunothérapie sont extrêmement efficaces. Puis même que parfois, les taux de survie sont meilleurs lorsqu'il y a une disparition complète de la tumeur lors de la chirurgie. Okay. Alors, cancer du sein triple négatif, tumeur qu'on palpe au sein ou au ganglion, avec l'immunothérapie qui est toute nouvelle, un traitement standard depuis 1 an, on s'attend à 65% de disparition complète du cancer à la chirurgie, ce qui est phénoménal. Même chose pour le cancer HER2+, 2/3 des patients qui ont un cancer du sein, on les opère, le pathologiste nous dit, Dr. Younan, il n'y a pas de cancer dans ce sein-là. Quand ça arrive dans 2/3 des cas, c'est de très, très bons taux de survie.
Alors que pour le cancer hormonal, on a réduit de beaucoup les traitements de chimiothérapie avec les tests génomiques et autres les 10 dernières années. Dis-moi si tu répétais pour nos auditrices, triple négatif, donc... Donc, il y a 3 récepteurs que, lorsqu'on fait une biopsie d'une tumeur au sein, le pathologiste nous répond, à part le cancer du sein, 3 réponses. Récepteur d'œstrogène, récepteur de progestérone, récepteur HER2. Lorsque les 3 ne sont pas exprimés sur la cellule cancéreuse, on appelle ça un cancer triple négatif. Lorsque l'HER2 est exprimé tout seul, c'est une tumeur qui est HER2 positive. Et dans ces 2 cas-là spécifiquement, la chimio est extrêmement efficace. Et pour le triple négatif, c'est la chimio et l'immunothérapie. D'accord. Et est-ce que l'hormonothérapie a une place chez les patientes qui ont les récepteurs négatifs ou c'est inutile? C'est tout à fait inutile. Aucune hormonothérapie. Okay. C'est, entre guillemets, un peu l'avantage de chez ces patientes-là que tout le traitement est donné avant la chirurgie avec l'immunothérapie, extrêmement efficace. Et en post-opératoire, il n'y a plus aucun traitement qui est donné. Ou bien un traitement de chimiothérapie en plus pour une période de 6 à 9 mois s'il y a de la maladie résiduelle après la chimio. D'accord. Ouais. Et une fois le traitement est terminé, on n'a pas parlé de radiothérapie. Donc, peut-être compléter un peu. Alors, désescalade un tout petit peu de la radiothérapie. Dès qu'il y a une patiente qui a une mastectomie partielle, en principe, en 2024, on donne de la radiothérapie pour compléter un traitement régional pour les petites cellules qui resteraient dans le sein. Par contre, de plus en plus, on se rend compte que les patients de 70 ans et plus, avec des petits cancers pas agressifs, on peut omettre la radiothérapie avec les mêmes résultats. Et chez les patients de 50 ans et plus, il y a des techniques nouvelles qui émergent, donner de la radiothérapie locale, où on le fait pour des cancers moins agressifs. À partir de 50 ans, un traitement unique en salle d'opération, pas de radiothérapie en post-op. Okay. Ça prend quand même un centre d'excellence, donc, qui est équipé pour un ça. Centre. Tout à fait, tout à fait. On a la machine au CHUM. Okay. On a la machine au CHUM, puis on ne veut pas que toutes les patientes viennent au CHUM. C'est des cas très sélectionnés, des petites tumeurs chez une patiente de plus que 50 ans. Okay. Ça fait partie de l'armature exactement, de tout ce qu'on a comme au niveau des traitements. Mais, fait à noter, grâce à la COVID ou grâce au COVID, il y a quelques années, toutes les patientes devaient avoir 3 à 4 semaines de traitement de radio à tous les jours. Post-mastectomie partielle, ça a été réduit chez la majorité des patientes à 5 traitements sur 5 jours, du lundi au vendredi. C'est ce qu'on appelle le fast-forward et ça a été démontré aussi efficace. Donc, après la pandémie, une grande proportion des patients peuvent avoir 5 traitements versus 15 à 20 qu'il y avait avant la pandémie. Alors, un effet positif de la pandémie. Exactement. C'est un miracle. Alors, on a réussi à le démontrer très rapidement en Angleterre. Okay. Puis, ils ont dû se revirer de bord. Le système était débordé. Tout à fait. Ces patients-là ne pouvaient pas avoir de la radio, puis ils ont prouvé que c'était aussi efficace que les 15 à 20 traitements classiques qu'on donnait aux patients. OK. Est-ce qu'il y a un enjeu d'accès dans le moment, les femmes dans ton milieu, pour le bloc opératoire, tout ça, les délais d'attente, est-ce qu'on est dans les délais de 28 jours prescrits par le gouvernement? Oui, je pense qu'on est dans les délais de 28 à 56 jours. Il faut se rappeler qu'il y a des cancers du sein moins agressifs, moins invasifs et qui, donc, il n'y a pas d'effet délétère d'attendre 56 jours. Donc, l'accès au bloc opératoire est tout à fait correct. L'accès à la radiothérapie est tout à fait correct. On a une difficulté d'accès aux chaises de chimiothérapie. Il y a un peu de délai. C'est très variable selon les centres. Tout le monde travaille là-dessus. C'est parce qu'il y a tellement de... En fait, c'est un peu l'effet délétère des traitements plus efficaces. Les gens vivent plus longtemps, même avec des cancers de stade 4 du sein. Les gens avec cancer du poumon vivent plus longtemps. L'immunothérapie est donnée à tout le monde. Et donc, ça fait en sorte que ça met plus de pression, plus de temps de chaise, de chimio dans tous les hôpitaux. Donc, la dame ou ta patiente a été traitée, ça a bien été. On a donné tout ce qui était nécessaire. En termes de suivi, là, on parle de quelle durée, la fréquence, est-ce qu'on fait des examens radiologiques, est-ce qu'on fait... Oui, alors le suivi est relativement simple et facile en cancer du sein. Il n'y a pas de suivi de TEP scan ou de scan du poumon. Les patientes sont toutes surprises. Il n'y en a pas de suivi avec des scans. C'est simplement un questionnaire comme du monde. L'examen physique, surtout l'examen des seins, la mammo annuelle, plus ou moins l'écho, la résonance magnétique, et un suivi aux 6 à 12 mois, dépendant de l'atteinte ganglionnaire ou pas du stade
des facteurs de risque. Alors, dans les livres, classiquement, comme en cancer du côlon, 5 ans de suivi, tu dis à la patiente, vous êtes guéri de votre cancer, vous pouvez retourner à la maison à votre médecin de famille. Mhm. En cancer du sein, l'histoire nous a montré que c'est pas pareil. Les cancers les plus agressifs, triple négatif, HER2 positif, lorsqu'il y a une récidive, elle va arriver les 5 premières années. Fait que si tu te rends à 5 ans, puis la patiente, elle est guérie, comme de plus en plus de patientes arrivent, à la 5e année, tu peux lui dire, Madame Tremblay, vous êtes guérie de votre cancer du sein. Vous pouvez retourner à votre médecin de famille. Par contre, pour le cancer hormonal qui représente la majorité des cancers du sein, on peut avoir des récidives jusqu'à la 10e année et même jusqu'à la 15e année. Donc, on aime les suivre, continuer à les suivre pour garder un contact, parce que surtout qu'on donne l'hormonothérapie sur 5, 7 ou 10 ans aussi. Et donc, on continue à les suivre une fois par 18 mois à partir de la 5e année. D'accord. Mais dis-moi, si le suivi est simplement clinique, c'est quoi l'efficacité? On recherche une récidive locale ou lors du questionnaire, la dame va dire j'ai des douleurs dorsales ou effectivement, j'ai mal au foie, entre guillemets, ouais, là, je ne sais trop. Exact. C'est très questionnable, en fait, l'efficacité du suivi. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Non. Tu le sais, on le sait tous les deux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'une visite sociale et d'une visite quand même où on s'assure qu'il y a une mammographie annuelle. Parce que ce que tu veux, c'est détecter une récidive locale ou un nouveau cancer du sein dans le même sein ou l'autre sein, en fait. Alors, en autant qu'il y a un examen des seins qui est fait, une mammo, une écho annuelle, je pense que le suivi est très bien assuré. Puis malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que même si tu vois la patiente aux 6 mois, ce qui arrive, c'est qu'elle se présente entre les 2 rendez-vous avec des symptômes qu'elle-même, elle a découverts. Parce qu'il n'y a pas de suivi d'imagerie haute, il n'y a pas de scan comme en cancer colorectal où on fait des scans à tous les 6 mois pour détecter une métastase unique. C'est pas le cas en cancer du sein. Et donc, souvent, la détection va se faire par la patiente qui a des symptômes, qui a perdu du poids, et là, tu fais une investigation entre les rendez-vous. Mais par contre, il faut quand même maintenir le suivi, au moins annuel, pour les mammos, parce que, comme tu sais, il y a difficulté d'accès aux médecins de famille. Ils n'ont pas tout accès au PQDCS parce que quand elles rentrent dans la thérapeutique, les patientes, elles n'ont plus les lettres pour avoir la mammographie aux 2 ans comme dépistage puisqu'il y a un cancer qui a été découvert. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'il faut maintenir un suivi au moins annuel pendant quelques années. D'accord. Non, ce que l'on craint tous, c'est la récidive, évidemment. Là, donc, c'est quoi vivre avec une récidive d'un cancer du sein? Là, donc, un cancer du sein stade 4. Donc, qu'est-ce que ça implique? Puis, comment on aborde ça avec les patientes? Oui. Alors, mon mot d'espoir pour les patientes, là, c'est surtout pour les patientes avec un cancer hormonal, il y a eu beaucoup d'avancées. Et les patientes qui ont un cancer HER2+, beaucoup d'avancées, beaucoup de thérapies ciblées, de thérapies qui sont beaucoup plus efficaces. En 2024, quand il y a malheureusement une patiente chez qui on détecte une récidive puis un cancer de stade 4, moi, je leur dis, c'est comme un diabète, une maladie chronique où vous allez avoir plusieurs traitements, plusieurs séries de traitements à très long terme. Puis heureusement, avec les avancées en cancer du sein hormonal et HER2+, on voit de plus en plus de patients qui retournent au travail avec un cancer de stade 4. Malheureusement, la seule chose qu'on sait, c'est que les taux de guérison sont très, très faibles, mais la prolongation de la survie est très grande. Puis ça a été des grosses avancées, surtout les 5 dernières années, en cancer hormonal et en cancer HER2+. Puis de plus en plus, on voit des patients qui ont un cancer de stade 4, que ça fait 10, 12, 15 ans qu'ils sont en vie et qui travaillent. Alors, on sait que la maladie est quiescente. Exactement, sans signe de maladie. Fait que c'est quand même une lueur d'espoir, un mot d'espoir pour toute la science des dernières années. Avec les avancées, notamment, tu évoquais l'immunothérapie, est-ce qu'on pourrait envisager que le cancer du sein ne soit plus une maladie chirurgicale avant ta retraite ou un peu après? Alors, on ne va pas se faire fusiller ici, mais on va parler de la réalité des choses. Comme j'ai dit, il y a une catégorie de patients, comme en cancer de la prostate. Puis, selon moi, c'est dans les 10 à 15 prochaines années, un certain pourcentage des patientes à qui on va dire « On va vous suivre, madame. Puis, on n'a pas besoin de vous opérer tout de suite. Puis, on va voir le comportement de votre tumeur. » Ça va prendre des biomarqueurs importants, puis on ne les a pas du tout encore. Okay. Par contre, là où ce qui s'en vient, une première étude vient d'être publiée
est présentée en fait à l'ESMO, qui est le plus grand congrès européen du cancer en général. L'étude américaine de MD Anderson, qui s'appelle l'omission de la chirurgie, OMET, ils ont présenté des données sur une cinquantaine de patients qui ont des chimiothérapies très efficaces. Je te parlais de 65% des patientes que le pathologiste nous dit, on a enlevé le sein, il nous dit, docteur Younan, il n'y a pas de cancer dans ce sein-là. L'excellente nouvelle, c'est que la patiente a une excellente survie. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est qu'on l'a opéré pour rien. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable encore de déterminer, avec les meilleurs moyens d'imagerie et de biopsie, c'est qui ces patientes-là à 100% qu'il ne leur reste pas de maladie. Alors, à MD Anderson, ils ont publié une première étude, puis au Québec, on essaie d'être avant-gardiste, puis on a un grand groupe de recherche qui est un exemple pour tout le Canada, le groupe de recherche McPeak-Sirois, où on essaie de mettre sur pied le même essai clinique pour des patients qui ont eu de la chimio très efficace, de les suivre de façon très serrée pour essayer d'éviter de faire une mastectomie partielle. Il n'y a rien qui est encore sur papier. On a fait les outlines du projet, puis ça se discute au niveau provincial, puis on vous en parlera en temps et lieu. Mais je pense que le parallèle peut être fait en cancer colorectal, puis il y a certains patients, je pense, cancer du rectum, où vous n'opérez même plus, la mutilation n'est plus là, quand vous êtes presque sûr que la réponse est complète. Écoute, Rami, ça fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ou quelque chose que tu aurais voulu laisser à nos auditrices ou auditeurs? Non, je pense qu'il y a beaucoup de lueurs d'espoir. Encore une fois, au Québec, je pense que malgré tout ce qu'on dit sur le système est quand même efficace. Il prend en charge les patients. Puis on est chanceux que dans la province, il y a un programme de dépistage. Puis j'incite les patientes à ne pas avoir peur d'aller passer la mammographie parce que oui, il y a un geste chirurgical qui va s'en suivre s'il y a un cancer du sein, mais c'est rendu qu'on dit que, écoute, le taux de guérison est tellement élevé que c'est un petit accident de parcours avec toute l'émotion que ça suscite et tout. Mais par contre, je pense que ça vaut la peine quand même de faire le dépistage parce que ça sauve des vies. Alors, la capsule publicitaire était parfaite. Rami, c'est ta première visite au balado, j'espère pas la dernière. Donc, on a parlé de mélanome, ça pourrait être un autre sujet certainement très intéressant. Donc, je termine en général avec une baguette magique, donc virtuelle dans ce cas-ci. Peut-être que la prochaine fois, on sera en personne ici à Québec, dans le studio. Donc, je t'envoie une baguette et je te laisserai en 2024 avec ce que notre système vit. Je te laisserai changer une chose dans le système de santé par magie. Tu as toute la liberté du monde. Tu es le Harry Potter. Une seule chose. Oui. Écoute, il manque de médecins, il manque d'infirmières. Je suis médecin. Je pense avoir un scribe avec nous, ça aiderait beaucoup. Pas devoir écrire, juste traiter puis parler. Je pense que ça aiderait beaucoup. C'est une suggestion. C'est un scribe qui prend des notes et qui te suit, puis qui t'aide en fait à être plus efficace, à donner de meilleures... Remplir les requêtes. Exactement. Tout ça, donc. Exactement. Excellente option. Il y a sûrement des gens qui travaillent avec des systèmes comme ça d'ailleurs. Mais... Aux États-Unis, beaucoup. Les scribes, là, puis en fait, ils retranscrivent ta note. Ils sont hyper efficaces, ils ont des connaissances médicales de base et ils ont un ordinateur avec une espèce de strap où tout ce que tu dis à la patiente, toi, Madame Untel, votre chirurgie va avoir lieu, il va reconstituer la note. Tu n'auras pas besoin de faire une note, tu vas simplement traiter, regarder la patiente, puis être un peu plus efficace. Écoute, puis, alors voilà, je pense que c'est pour un médecin, je pense que c'est, puis aux États-Unis, énormément présent dans beaucoup d'hôpitaux. Alors, on a rencontré une infectiologue en fin de semaine qui venait du Brigham, qui est un des plus grands hôpitaux au Mass General à Boston. Puis elle se promène avec une scribe qui est avec elle toute la journée. Elle fait juste traiter, examiner, puis pas faire aucune prescription, simplement être efficace dans son quotidien, dans son temps de médecin. Moi, je pourrais imaginer que ça augmente la productivité de 30%, peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'elle avait des chiffres? Est-ce qu'elle avait... Elle n'avait pas de chiffres, mais elle dit que clairement, elle voit plus de patients qu'elle voyait quand elle devait faire ses papiers, ses notes, ses prescriptions, et retranscrire ce qu'elle a fait durant la journée en suivi. Et donc, c'est vraiment une réalité. Puis même hors Québec, il y a des scribes en Ontario qui font quand même de bons salaires, puis qui sont des personnes qui suivent le médecin. Donc, dans un contexte de pénurie de médecins, je pense que ce serait une addition. L'autre addition, je pense qu'il faudrait créer un système où l'État paierait le privé qui gérerait des hôpitaux.
peut-être pas juste des mini-hôpitaux, mais je pense des hôpitaux de A à Z. Maintenant que le gouvernement sait ce que ça coûte, une intervention dans le public, le privé pourrait pas ambitionner puis faire entre guillemets, des grosses marges de profit. Puis peut-être qu'il pourrait mieux gérer sur une petite échelle des hôpitaux privés. J'étais à Taïwan l'été, puis on m'a dit que tous les hôpitaux, la grande majorité, c'est des hôpitaux privés que l'État subventionne, puis les coûts, semblerait-il, sont très contrôlés. Un genre de partenariat public-privé. Exactement. Exactement. Je discutais ce matin avec un collègue, ancien résident et ami, Dr. Antoine Bouchard-Forcier. Tout à fait, oui, je le connais bien, Calgary, Antoine. Puis je parlais à Antoine pour d'autres choses ce matin, puis je disais, peut-être une façon aussi de financer le système de santé. On parle beaucoup des patients qui vont dans le privé, puis cet argent-là, entre guillemets, il sort du réseau. Donc cet argent-là ne reviendra pas. Là, moi, si je vais payer, je vais dire un chiffre et je dois être près de la réalité, je vais payer 20 000 pour une prothèse de genou. Exact. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à partir d'un certain moment donné, en fonction du patrimoine personnel d'une personne, les gens arrivent à un certain âge avec un certain actif, puis le gouvernement sait combien on vaut, on paie des impôts, qu'on dise, écoutez, vous, M. Younan, là, vous avez 80 ans, là, vous avez besoin d'une prothèse de genou, alors vous allez aller dans la composante privée du réseau public. Vous allez avoir effectivement un accès prioritaire, vous allez payer l'organisme qui va vous faire la prothèse, mais vous payez le gouvernement. Donc, vous allez payer votre prothèse de genou, mais au réseau public. Le 20 000 que vous allez nous donner, on va le prendre, on va le réinjecter dans le réseau public. Je me demandais si c'était de l'hérésie. Puis je pensais à ça, je me disais, il me semble que ça peut être intéressant. Au même titre que la surtaxe sur un véhicule de luxe. C'est un petit peu la même chose, je sais pas. Un débat de société de mettre le privé en contexte. Ouais. Parce que le privé actuellement, malheureusement, moi je te parle en cancer du sein et non pas en prothèse de hanche et de genou, mais en cancer du sein, le privé, et en mélanome, c'est pas nécessairement meilleur. En fait, je te dirais, c'est simplement un accès pour un diagnostic rapide, mais quand tu restes dans la thérapeutique, en fait, moi je pense que les soins sont moins bons parce que justement, c'est un éléphant blanc dans la chambre, le privé, c'est mauvais, fait que tout le monde le fait un peu pas de la bonne façon. C'est des petites cliniques, c'est des petits individus, et donc, au final, même nous, on dit aux patients, ben écoute, il faut que je répète tes tests parce que ça n'a pas été fait de la bonne façon. Et donc, s'il y avait un débat de société sérieux sur la place du privé, pas pour dépasser les fils, mais plutôt pour le financer puis de la bonne façon, je pense qu'on serait tous gagnants, et au Québec et au Canada. Tu parlais de refaire les tests, parce que j'imagine que c'est la même chose dans ton domaine, mais les collègues ici à Québec là, qui traitent les cancers du rectum, la résonance magnétique, elle doit être faite dans un milieu expert pour optimiser l'information qu'on en ressort. Donc, il n'est pas rare que les collègues refont la résonance magnétique parce qu'elle a été faite dans un autre milieu. L'examen est correct, mais pas parfait. Donc, exactement. C'est ça. Rami, as-tu une rencontre de rêve, disons, là? Personne morte ou vivante que tu aimerais rencontrer, peut-être, pour discuter de prévention? J'en aurais 3, en fait. Écoute, je vais t'en donner 3. Donc. Pas cancer du sein. Dans ma jeunesse, j'adorais le tennis. Boris Becker. J'aime les Allemands beaucoup. C'est une des gens très stricts, ordonnés, athlètes. J'aime beaucoup Boris Becker. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Oui. C'est le plus jeune athlète à gagner Wimbledon. Oui. Puis ça me rappelle la jeunesse frivole et tout. Le grand blond. Le grand blond aux yeux bleus qui a gagné avec toute sa force de caractère et tout à 18 ans à Wimbledon. J'aime beaucoup aussi, j'en parle à regret, de Michael Schumacher. J'aurais voulu le rencontrer, puis c'est un personnage qui était exceptionnel. C'était tout un athlète. Puis malheureusement, un bête accident a fait en sorte qu'il n'est plus de ce monde, du moins pas comme toi et moi. Et le troisième, ce serait un autre Allemand, Albert Einstein, pour qu'il m'explique la théorie de la relativité. Parce que même à 50 ans, je n'arrive pas à la comprendre. Ben écoute, peut-être que s'il te l'expliquait, tu ne comprendrais pas plus. Einstein est un choix quand même assez fréquent par mes auditeurs, puis je leur fais souvent la remarque qu'à l'époque, c'était comme une vedette rock. Là. Il donnait des conférences, puis je me questionne jusqu'à
quel point les gens comprenaient ce qu'il disait, tu sais. Donc... D'ailleurs, il y a une très bonne série, 3 épisodes sur Netflix, sur Albert Einstein puis la bombe atomique. Fait que ça sort plusieurs choses. La relativité, je l'ai pas plus comprise, mais écoute, question Géopardie, de quoi est mort Albert Einstein? Est-ce que tu le sais? Une crise cardiaque? Non, un anévrisme de l'aorte rompue. Ah! Mais Schumacher, je l'aime bien, mais moi, j'ai toujours resté avec l'image lors de la dernière course de la saison, je pense 97, quand Jacques Villeneuve est devenu champion du monde. Le petit coup de volant. Ouais, moi, ça l'avait toujours mis un peu moins sympathique à mes yeux, mais ça a été... les historiens pourront analyser ça, donc au long cours. En conclusion, est-ce que tu supportes une cause, une fondation? Est-ce qu'il y a un groupe dans la société là, pour lequel tu es plus sensible? Écoute, on est généreux avec beaucoup de groupes, puis on supporte beaucoup de causes, mais nous, ici en famille, on a beaucoup on aime beaucoup toutes les causes qui nous sont encore, c'est des causes qui sont relatées aux enfants. Mm-hmm. Parce que nos enfants, c'est la société, c'est une nouvelle génération, puis malheureusement, je pense qu'ils sont mal outillés. Et donc, on supporte des fondations d'enfants et tout. Entre autres, les scouts, le mouvement scout enfants. Okay. J'ai mes 4 enfants qui ont fait partie des scouts. Le plus jeune l'est encore. Ils ont fait un cheminement. Puis je pense qu'il manque, en tout cas, je pense dans notre société, beaucoup de communautarisme. Et les scouts, ça en fait un quand même. C'est très communautaire. Puis mes enfants sont quand même dans ce groupe-là. Ils ont grandi, se sont fait des amis qui sont pas juste des amis d'école. Puis ça leur permet de sortir de leur téléphone, de leur chambre, puis d'être en groupe, puis d'apprendre en fait en mini-société comment tu fonctionnes, puis un tout petit peu de discipline, parce que je pense que la discipline est importante pour tout le monde. Mm-hmm. Et dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde est occupé, les parents, les gens au travail, l'heure du souper qui est le gros rush, ben 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines, je pense que ça a été quand même un bon mouvement pour la santé mentale, puis la discipline, puis le communautarisme de mes enfants. Ben, tu vois, c'est une autre idée que je m'étais faite il y a quelques années. Je me demandais si dans une société comme la nôtre, soit québécoise ou canadienne, on ne pourrait pas instaurer, là, je ne parlerai pas d'un service militaire, mais l'équivalent d'un service social obligatoire, peut-être après le cégep, de dire qu'on doit donner 6 mois, par exemple. Où tu dois être en groupe. Aller travailler des causes sociales ou autres. Si j'ai de m'abus, je pense que l'Autriche a un concept comme ça un peu, là, mais ce sera vérifié là, de dire qu'on donne... ce sera un endroit pour apprendre, se former, à la limite voyager aussi là, à l'intérieur du pays ou autre. Donc, écoute, on a plein d'autres sujets à discuter, Rami, donc... Écoute, sur ça, ça me fait plaisir. Je te remercie, mon cher. Je te souhaite bonne chance avec le projet donc sur ramiyunan.md. Les capsules éducatives, puis de ce que j'ai vu, là, ça a l'air très intéressant, donc j'espère que ça va faire boule de neige. Oui, et au plaisir de se reparler, puis de te voir sur vidéo avec le balado. Excellent, à bientôt. Ouais, je te souhaite aussi tout succès, puis ça fait plaisir toujours, Jean-Pierre. Allez, merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute, et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.